On ne confond pas F1 et Mario Kart. Un avertissement pour nos dirigeants qui, après avoir obligé les pilotes à 2 arrêts, pourraient un jour leur donner l'opportunité d'utiliser bananes, carapaces et autres artifices désuets. Car avant d'être un spectacle, la F1 est un sport, une discipline portée au pinacle par un collector monégasque concentré de dopamine en flasque. Et tant pis si depuis 2017, on ne construit plus des voitures mais des monstres, tandis que la caricature démontre qu'on ne peut plus se doubler sur le tracé de la principauté. Qu'importe, notre amour pour ce sport n'est pas abandonné à ce coquin de sort, comme on ne se contentera jamais vraiment d'un dépassement sous DRS, signal travesti d'un faux moment d'ivresse. Et puis, la F1 est sacralisée par la course au temps et craint d'un moment suspendu, dopé par ce grand frisson où le facteur pilote sublime le facteur machine, parce qu'après tout, ce que l'on aime à Monaco, c'est de voir l'homme repousser ses propres limites, comme piloter un hélicoptère dans son propre salon, parce que tout ce dont nous ne sommes pas capables, nous l'admirons. Salut les amis, ravi de vous retrouver pour ce nouveau débrief, celui du Grand Prix de Monaco, 8e manche de cette saison 2025 de Formule 1. Et avec moi, je suis très content parce que on retrouve Tic et Tac, votre duo préféré, monsieur Hamza Rahmani, monsieur Brice Germain. Ça va les gars ? Ça va. Ça fait longtemps que vous nous avez pas appelé comme ça, non ? C'est vrai, trop longtemps. Ouais. C'était réclamé par le peuple. Oui. le grand peuple qui constitue la Pistonie. Vous avez passé un bon week-end du côté de Monaco, non, à Paris, mais les yeux rivés sur la principauté. Ça va. Ouais. Un grand samedi, un petit dimanche. Un très grand samedi. Un excellent samedi. Un dimanche artificiel. On en parlait, Hamza, t'as bien kiffé la course. Moi, je te rejoins assez là-dessus. Non, mais J'ai plus que l'année dernière. Ouais, moi, j'ai passé un bon moment dimanche. Plus que l'année dernière. Mais Pas un excellent moment, mais un bon On en moment. parlera pendant l'émission. Attends, il y a un coup de gueule avant de commencer l'émission. Avant de vous donner le programme de tout ça, La F2. Hamza a quelque chose à vous Les dire sur la pénalités. F2. Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment Alex Dunn peut ne pas prendre de pénalité pour son incident à qualif, puisqu'il a juste tout simplement éjecté un pilote de la qualification. Il signe la pole. Même pas la moindre pénalité. C'est Conséquence, il part premier sur la course principale. Et c'est lui qui est responsable de ce carambolage qui élimine 7 ou 10 voitures. Drugovic, Hongrie 2022, pour ceux qui se souviennent. En début de course, c'était pareil. Après là, c'est vrai que la manœuvre au premier virage est vraiment grossière. C'est un rageux. C'est une manœuvre de rageux qui n'accepte pas de se faire C'est- prendre C'est au premier Norris virage à sur, Monaco. Norris sur le Simu il y a 3 ans, vous vous souvenez là ? Non, pendant le Covid. ou nous sur la PlayStation, quoi. C'est vraiment au choix. Fallait commencer par ce coup de gueule, c'est important. Et la F2, on continuera d'en parler. La semaine prochaine, on aura un invité dans les pistonnés, mais je vous garde un petit peu le suspense et la surprise. Nous, on va découvrir ensemble les 4 enseignements justement tirés de ce Grand Prix de Monaco. Une procession à 2 arrêts. Point d'interrogation. On reviendra justement sur cette stratégie imposée par la Formula One aux pilotes. Norris, le réveil princier du Britannique qui l'a emporté pour la première fois en terre monégasque. Pas mal, non, c'est français. Oui, on va parler d'Isaac Hadjar et de Esteban Ocon. Et puis la stratégie de la Discord, on va y revenir. Vous voyez Toto Wolff, vous voyez James Wolfs. Il y en a un qui a donné une leçon à l'autre et on y reviendra bien évidemment. Est-ce que c'était anti-sportif ou pas ? C'est l'une des grandes questions qu'on aura à se poser. Les gars, on va tout de suite filer justement sur le premier enseignement qui va nous intéresser dans ce débrief. On va évoquer cette stratégie à 2 arrêts qui était imposée en tout cas aux pilotes, une nouvelle règle 2025 et la crainte avant le début de ce week-end d'un contournement des équipes, d'une exploitation des zones grises. On imaginait que certains allaient purger leurs 2 premiers arrêts sur les 2 premiers tours. Ce n'est pas arrivé bien évidemment, mais l'idée bien sûr pour la Formula One était d'apporter une réponse à 2024 et à cette course à 0 arrêt qu'on avait vécu l'an dernier. Est-ce que plus d'arrêts est égal à plus de spectacles ? J'ai envie d'avoir vos conclusions les gars à l'arrivée des 78 tours de ce Grand Prix de Monaco. On a vu que la hiérarchie n'a pas été bousculée dans le top 10, si ce n'est bien sûr l'abandon Fernando Alonso sur moteur cassé et la remontée de Lewis Hamilton. J'en souris même plus. Non, c'est vraiment non plus d'ailleurs, j'en pleure plus d'ailleurs. Et puis le fait peut-être revenir sur un concept que vous avez beaucoup défendu les gars, et ça a été d'ailleurs le propos de Frédéric Vasseur, que à Monaco, il faut peut-être assumer et accepter cette exception où justement on vibre de manière fantastique le samedi et où le dimanche on s'ennuie un petit peu plus. Beaucoup plus. Je voulais rester mesuré. Écoute, on a affaire à une épreuve qui est présente au calendrier depuis 1929.
Et Donc avant la création d'un championnat du monde de exactement. Formule 1. avant la naissance de Domenicali, avant la naissance de Flavio Briatore, pas, c'est dire. pas d'Ecclestone. Quoique, non, si, je crois qu'il est en 35-40, un truc comme ça. Mais autant pour moi, Bernie. Ça a toujours été, évidemment, un circuit particulier et difficile de dépasser, mais ça fait 10 ans que c'est un problème. Donc, c'est quoi le problème ? C'est Monaco le problème ou c'est l'évolution le problème ? Pourquoi tous ces circuits mythiques sont devenus des problèmes ? Pourquoi tous les circuits qui sont là depuis 50 ans sont devenus des problèmes ? Je vais balancer ma phrase d'Orelsan. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. Oh. Magnifique. J'aurais aimé avec une imitation, tu vois. Non, je vais pas le faire. On recommence l'émission. Non, mais du coup, la FOM a son propre problème d'avoir mis des voitures de 2 mètres de large. Pour rappel, c'est plus large qu'un Land Rover. Un Range Rover, pour ceux qui n'ont pas vu une F1 de près, c'est plus large qu'un Range Rover. Donc à partir de là, tu peux faire ce que tu veux en termes de stratégie. Tant que ces voitures feront cette taille-là, tu peux mettre tous les artifices que tu veux. On peut peut-être développer du spectacle via la stratégie, mais on n'en développera pas plus en piste. Et même, du coup, encore moins. Puisque ça a forcé les pilotes à créer des écarts de 20 secondes dans l'espace de 4-5 tours pour, ce qui était du génie pour les premiers à l'avoir tenté, créer ces doubles stacks qui ont permis notamment à Isaac Hadjar d'être devant, à Alex Albon d'être devant, et bien trop tard à George Russell d'être devant. La seule chose que ça a permis, c'est qu'effectivement, on pouvait plus se cacher et que dans les 4 premiers, ça a attaqué. C'est vrai, c'était bien, mais la seule chose qu'on voulait, c'est pas avoir le même top 4. On a eu le même top 4 au final. Enfin, ça ne change rien. La problématique de Monaco, c'est les dépassements. C'est pas 2 arrêts, 3 arrêts, 4 arrêts. Moi, je suis favorable à avoir 2 arrêts. C'est super d'avoir 2 arrêts, utiliser peut-être 3 types de gomme, imposer ce genre de choses. Mais si tu peux pas dépasser, ça décale le problème sur autre chose. On a eu combien de dépassements hier ? Moi, j'en ai vu un de Lance Stroll qui n'est pas passé dans la réalisation. Voilà, je suis ravi que tu le signes. Moi, j'en ai vu un magnifique dépassement au dernier tour de Stroll sur Hülkenberg. Moi, j'en ai vu un de Russell et un d'Antonelli. Russell dans les clous ? Non, moi j'en ai vu un de Russell et un d'Antonelli, mais parce que vous n'avez pas compris le tracé, il me semble. Et j'en ai également vu un de Gasly. Malheureusement. Oui, si on considère que Yuki avait une voiture fantôme. Mais je veux dire, il y en a eu un. Mais à part ça, effectivement, je blague, mais c'est pour dire que non, ça n'a rien changé. En Formule I à Monaco, on a eu 194 dépassements lors de la 6e donc lors de la course du samedi et 167 dépassements lors de la course de dimanche à Monaco sur le même tracé, puisque maintenant en Formule I on a le même tracé. C'est dire en tout cas si cette fameuse stratégie a marché, mon cher Hamza. Ces 2 arrêts imposés. Oui, ça a tout dit, c'est une question de taille plus qu'une question de stratégie, et je rejoins les pilotes lorsqu'ils évoquent justement la possibilité même de mettre 15 arrêts. On parlait il y a quelques années, je m'en souviens, Brice, je crois on était sur le premier plateau des pistonnets, d'une modification même du tracé. Au final, tu peux mettre une ligne droite beaucoup plus importante en modifiant le tracé, ça ne changera rien au fait que ces voitures-là, si tu ne veux pas dépasser... Je rappelle que Daniel Ricciardo, il a remporté une course avec un problème de boîte de vitesse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Personne ne pouvait le dépasser. Et quand tu vois que tu peux rouler 3-4 secondes plus lent que le rythme, si tu arrives juste à manager dans le tunnel, c'est fini derrière. Exactement, et regarde... et la zone DRS n'est pas là. En fin de course entre Russell et Antonelli devait conserver, ralentir pour permettre à Russell de faire son arrêt. Totalement inutile, la stratégie Mercedes, mais bon, ça c'est un autre débat, c'est même pas la question. Il n'y en a pas eu. En 4 tours, il y a 15 secondes qui se sont créées entre les 2 pilotes. C'est énorme. Donc si tu veux rouler au rythme Formule 2, tu peux. À partir du moment où, comme le dit Brice, il faut juste gérer les instants, les endroits clés, mais sur Alex Dully aurait gagné hier. Peut-être pas gagné, mais justement, en partant en pôle. Et justement, et c'est là où je vais tirer quand même du positif de cette obligation des 2 arrêts, c'est que cette obligation a inversé le rapport de force, dans le sens où, avant cette obligation, par exemple la saison dernière, il y a 2 ans, il y a 3 ans, le rapport de force était celui qui partait premier, il imposait son rythme, il ne risquait rien, concrètement. Sauf au moment des arrêts, si tu fais un overcut, un undercut, etc., un drapeau rouge, mais bon, ça arrive extrêmement rarement.
Mais à la régulière, celui qui part premier ne risque rien s'il réussit son départ et qu'il est premier au premier virage. Donc s'il veut rouler au ralenti, il peut, sur l'intégralité des 305 km. Le rapport de force a été inversé, je trouve, dans le sens où les pilotes de tête ont été obligés d'avoir un rythme beaucoup plus rapide parce que tu pouvais avoir un risque derrière, quelqu'un avec une stratégie totalement audacieuse se retrouve devant suite à une stratégie audacieuse et une safety car ou un drapeau rouge. Isaac, si ces durs fonctionnent et qu'on n'a pas peur de les cramer, au final, il peut venir les titiller devant sans problème. C'est juste que les hards n'ont pas fonctionné et qu'on lui a demandé de ralentir par peur qu'il meure trop vite. Mais au final, la stratégie, elle a pu faire peur, notamment à Hamilton, à Verstappen et à Piastri. Et avant même de parler de la stratégie de Racing Bulls, moi je parle plutôt sur la première partie de course, sur les 10-15 premiers tours. Ouais. Tu vois, parce que assez rapidement, finalement, Norris, il a imposé un rythme quand même. Oui, très soutenu. Ils ont attaqué au moins. C'est ça, exactement. Donc, et c'est mine de rien ce qu'on demande. Donc maintenant, avec ces 2 arrêts, on n'a plus 20 voitures qui roulent au ralenti, on en a 12 ou 10. Tu vois, dans l'idée. Tout dépend de la position de ton coéquipier. Exactement. Ça veut dire que hier, en l'occurrence, Norris, Leclerc, Piastri, Verstappen, Hamilton, Isaac sur la première partie, Alonso, Ocon à leur rythme. Donc tu as 8 pilotes qui roulaient à leur rythme normal, entre guillemets, d'une course de Formule 1. C'est plus que l'année dernière. Donc ça, c'est le côté positif. Maintenant, la question, est-ce qu'on peut trouver un artifice qui puisse permettre de forcer 20 pilotes à rouler à fond sans les obliger, parce que je lis et j'entends la volonté d'interdire les pilotes de rouler doucement. Mais comment tu veux interdire un pilote non, mais je veux dire, même comment tu le matérialises? Est-ce que, comme à l'époque des qualifs, l'époque des 107%, 107%, est-ce que tu veux obliger un pilote à rouler à 107%, sinon il est disqualifié? Enfin, je vois pas comment tu peux mettre en application une règle pour forcer un pilote à rouler à un rythme plus important qu'il le souhaite. Maintenant, on a réglé une petite partie du problème, en l'occurrence le rythme de course des meilleurs, mais en tout cas les stratégies à 2 arrêts ou à 10 arrêts, ça ne réglera pas l'impossibilité de dépassement. Moi, je suis pas sûr qu'on ait réglé quelques problèmes que ce soit, et même une question de rythme, parce que le rythme, c'est juste un symptôme du drapeau rouge du premier tour de l'année dernière. S'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge l'année dernière au premier tour, on aurait eu un rythme similaire à ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est juste parce qu'il n'y avait plus d'arrêts à faire que tout le monde a ralenti l'année dernière. Donc en fait, je suis même pas sûr que c'est réglé quoi que ce soit. Ça a juste imposé un truc supplémentaire qui a permis à certains stratèges de se creuser la tête et du coup d'obtenir des gains en faisant ça. Mais la raison, le problème principal de Monaco aujourd'hui, c'est le dépassement, on le sait. Mais encore une fois, je veux pas qu'on retourne le problème. Le problème, c'est la F1, c'est pas Monaco. C'est la manière dont la F1 est foutue. Et si c'est pour faire tout ce tintouin autour de Monaco pour montrer une mascarade pareille, parce que quand on voit une écurie, mais on va revenir sur tout, mais quand on voit une écurie qui en vient à tricher délibérément, comme Mercedes, pour jouer avec les règlements, inspiré par Max Verstappen dans ses grandes heures, finalement, puisque c'est 5 secondes la pénale, je vais le faire. Au final, il a pris un drive-through. Mais quand on voit qu'il faut ça pour tenter quelque chose, en fait, que du coup, en fait, puisqu'on fait n'importe quoi avec les règles, on fait n'importe quoi en piste. On va les interpréter n'importe comment, en fait. Et c'est un peu, je trouve, le symptôme du manque d'autorité d'une institution qui, derrière, en fait, vous voulez jouer à ça, nous, on va jouer à ça. Et c'est comme ça que commence, en fait, l'insurrection, quoi. Et hier, je trouve que c'était une insurrection. C'est-à-dire qu'on a essayé de mettre en place quelque chose pour satisfaire tous ces VIP et pour satisfaire également le fait qu'on re-signe Monaco parce que c'est obligatoire et quelque part, moi je veux garder Monaco, mais on ne regarde pas le bon problème. Et on ne veut pas regarder le bon problème parce que c'est foutu comme ça, parce qu'on va pas se remettre en question et du coup, on invente des trucs pour garder le vrai problème tout en ayant mis de la poudre aux yeux à certains. Mais ceux qui pensent que c'était mieux que 2024, je pense qu'on a juste bouché un peu l'artère avec un peu de poudre de temps en temps parce que oh là là c'est génial, on tente des trucs et c'était incertain. Moi je fais partie de ceux-là. Ça a pas beaucoup bougé. Moi je fais partie de ceux-là. T'as eu de la poudre qui pensent que c'était mieux que 2024 pour plusieurs raisons. La première déjà, c'est que moi mon cerveau sur la première moitié de course, il était en ébullition sur les stratégies. Oui, tu savais pas à quoi t'attendre. Non, mais c'est bien sûr. Oui, mais sûr. ça entre en jeu dans le spectacle, dans le ressenti du téléspectateur. Si tant est que tu t'intéresses justement à cet aspect stratégique et que tu essayes de les comprendre, etc., d'essayer de trouver mais qu'est-ce qu'il essaye de faire, etc.
mine de rien, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder la première partie de course entre le moment où le tour de formation débute, on a le tableau justement de certains qui partent en dur, certains en médium, certains en tendre, parce qu'il y en a qui sont partis en tendre. Ouais. Tu te dis peut-être que les tendres ils vont s'arrêter au premier tour, mais pourquoi ils partent aussi 6 mètres des tendres? Bref, cet aspect stratégique, je trouve, il m'a mis en éveil et il m'a permis de rester focalisé, en totale concentration et même en totale réflexion sur une première moitié de course ou peut-être même sur les 2 tiers de course, tu vois, ce qui n'était pas le cas l'année dernière, encore plus avec cette Bien histoire sûr. de drapeau rouge. Mais ça, le drapeau rouge, c'est arrivé, d'accord, mais si tu prends, tout à l'heure je te parlais justement du rythme imposé Par les leaders. par les leaders, je lisais tout à l'heure l'équipe, je crois que j'ai plus la stat en tête, je crois que c'est au 21e siècle, sur les 15 dernières années, la course d'hier est la deuxième plus rapide. Deuxième plus rapide, ouais, exact. Depuis, il y a eu 2009, c'est juste derrière, et il y en a une qui a été plus rapide, un tout petit peu plus rapide. Donc, mine de rien, ça te permet quand même d'avoir, dans l'esprit Formule 1, la volonté de tracer. Et la deuxième chose, pour en revenir à la stratégie de George Russell, ce qui est fou, c'est que George Russell, en dépassant de manière illégale, en prenant un drive-through, il termine plus haut Ça, c'est vrai. que ce que lui aurait permis la course en respectant les règles, en restant derrière la Williams jusqu'à la fin de la course. Il termine à même pas une vingtaine de secondes de la zone des ça points. veut dire. Donc, là aussi, évidemment, quand tu joues sur les règles, et moi j'aime beaucoup le fait de jouer sur les règles, interpréter, essayer de jouer sur les zones grises, etc. Enfin, Mais coupe la là, piste. là, on en arrive à l'absurde. Là, c'est je réalise un dépassement de manière illégale. Je l'assume, je le dis à la radio en plus. Et c'est disqualification, ça. Voilà. Et derrière, tu Prends le petit circuit du Paul Ricard à la place, tu sais. Avant de prendre le S de la verrerie, tu coupes, tu te retrouves du Mistral. Mais même lui, 5 secondes, j'ai mais coupé même la lui, piste. même lui en après-course le dit, George Russell, il dit, moi, franchement, en fait, j'en arrivais à un point Ah ouais. où j'étais tellement frustré que je me suis dit, peu importe la pénalité, peu importe la position finale, au moins j'ai roulé 25 tours à fond et j'ai kiffé. Tu vois, le pilote en arrive à se dire, Ah bah clairement, qu'il est pour prendre frustré. du plaisir, je vais couper la piste de manière illégale, je vais réaliser un dépassement illégal, et en plus, le bonus fait que... Oui, t'as alors, pris il prend 5-0, 0 tu commences points. à faire des roulettes, quoi. Tu vois. C'est ça, exactement. Il Alors prend que t'as pris 5-0. Exactement. Et même si tu termines à 0 points, il a pris plus de plaisir grâce à ce dépassement, ce qui lui a permis d'avoir du rythme. Et surtout, et c'est ça le plus abject dans cette histoire, c'est que malgré cette grosse pénalité, parce qu'un drive-through, c'est Oui. la deuxième plus grosse On s'y pénalité. attendait après pas le stop d'ailleurs, and go. hein, Moi, à ce je m'y qu'il attendais prenne pas. Je un- m'attendais à ouais, 10 ouais. secondes. Il prend ce drive-through et derrière, enfin, un drive-through, je rappelle, c'est un passage au stand Sûr qu'il obligatoire a- sans ils ont- s'arrêter. Ils ont resté 2. Et il lui restait Ça il lui nous restait arrête. 3 3 arrêts. arrêts à 25 tours de la fin. Exactement. C'est un truc de Et fou. malgré ça, il termine plus haut que ce qu'il aurait dû finir. On voit le classement final d'Antonelli, par exemple. Non, mais, Exactement. mais qu'aujourd'hui, avec les monoplaces si resserrées, qu'on ait un premier et un dernier qui soient séparés 3 tours, c'est une vaste blague. Ouais, complètement. Mais tu sais, certains Surtout pilotes, une Mercedes. certains pilotes ont donné des solutions. Vous parliez de solutions, comment contourner tout ça. George Russell, notamment, qui est quand même au GPDA, a peut-être la solution idoine. Regardez avec justement cette déclaration. Il dit: j'ai une très bonne idée. Chaque pilote a un bouton et ça permet de déclencher un arrosage automatique. Et on décide si on le fait en qualif, en course, mais on ne peut le faire qu'une fois dans tout le week-end et tous les pilotes l'ont. Ou sinon, un pilote d'une équipe, l'arrosage se lance, ça épice les choses, c'est la seule solution. Max Verstappen aussi, toujours sur Sky Sports F1, qui disait lui aussi: on ne peut pas courir ici, peu importe ce qu'on fait, un arrêt, 10 arrêts, même à la fin j'étais en tête, mes pneus étaient complètement morts et derrière moi c'était impossible de me dépasser. De nos jours, avec une F1, on peut juste facilement dépasser une F2 ici. Je comprends l'idée de tenter les 2 arrêts obligatoires, mais je ne pense pas que ça ait fonctionné. On était presque dans un Mario Kart. Ensuite, il faut peut-être penser à installer des pièces sur la voiture et on peut peut-être balancer des bananes avec une surface bien sûr glissante. Ils sont taquins les pilotes, mais ça montre un petit peu le ridicule aussi de cette situation. Oui, parce que la dernière édition qu'on a eue qui était bien, c'était 2022. 2022. Avec la pluie. Voilà. Et les drapeaux rouges. Mais du coup, Monaco redevient Monaco à ce moment-là parce que tu as des écarts de rythme qui se créent et parce que il devient très facile de se mettre dans le mur quand effectivement, quand tu ralentis ton rythme de 3 secondes, quand tu as fait un samedi comme tu as fait un samedi, le dimanche devient beaucoup plus simple à gérer pour pas la mettre dans le mur. Lando Norris, à la fin, a failli la mettre uniquement sous pression de Charles Leclerc. Et au final, le seul plaisir que j'ai à regarder aujourd'hui les courses à Monaco, c'est de voir 2 pilotes qui se battent pendant des tours et des tours pour voir si l'un va faire une erreur. Mais au final, s'il n'y en a pas, bah oui, ça ne reste qu'une procession. Alors, on parlait de modification du tracé. Puisque visiblement, aujourd'hui, les tracés qui sont spectaculaires sont des tracés qui ont des lignes droites de 2 km.
Las Vegas est un tracé pour moi qui est dégueulasse. Et pour autant, quand t'es dessus, il y a du spectacle. Tracé Peppa Pig. Ouais. Mais du coup, à ce moment-là, vire ta chicane à Monaco. Ouais. C'est marrant, Antistar a dit ça hier quand on commentait la course. Mais tu pourras pas tourner là-bas, tu pourras pas te jeter. À ce moment-là, parce que c'est un virage rapide au bureau de tabac. Au portier, tu tournes au Larvoto et tu remontes tout le Larvoto. Je veux bien, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec ce tracé-là, c'est pas possible. Mais quelque part, qu'est-ce que tu veux quand t'es la FOM, qu'est-ce que tu veux? Quand t'es la FIA, qu'est-ce que tu veux? C'est ça que j'essaie de comprendre. Est-ce que c'est une volonté de garder Monaco à tout prix, ou est-ce que c'est une volonté de montrer que Monaco n'a plus sa place, ou est-ce qu'à un moment donné, ils vont comprendre que pour avoir un certain héritage et un certain poids dans le monde du sport, il va falloir que ces mythes restent des mythes et que par conséquent, le sport leur permette de rester des mythes. Moi, voir une procession à Suzuka et voir une procession à Monaco, pour moi, c'est le signe d'un sport malade. Mais tu vas pas changer la taille des voitures et tu vas pas changer le règlement technique justement pour Monaco ou pour Suzuka. Non, mais la vérité elle est là. Oui, mais c'est qu'en fait là on débat dans le vide. Ouais. Parce qu'on connaît on connaît quelle serait la solution. On l'a dit, on le disait l'année dernière, on le disait il y a 2 ans. Depuis 10 ans on le dit. On connaît. Mais tu vas faire quoi? Donc du coup tu vas virer ces mythes alors. Ou t'acceptes la procession. Moi tu me demandes, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Mais je te dis juste que ils ne changeront pas la taille des voitures pour permettre d'avoir des dépassements à Monaco, à Suzuka ou mais autre partout mythe. En fait. Partout hors DRS. Si tu veux, aujourd'hui... Ils ont compris la solution. Ils sont en train de construire des circuits. Là, ils vont faire un nouveau circuit à Madrid. Ils sont en train de construire des circuits qui vont s'adapter justement à la taille des voitures. Mais voilà, encore une fois, si on s'attaque au mauvais problème, Monaco est destiné à mourir. On rappelle que les seuls travaux d'aménagement qui avaient été justement bien expliqués par le prince Albert concernent le 3e secteur, où en fait cela équivalerait à aller justement construire sur la mer, mais on parle de travaux qui sont pharaoniques, qui coûteraient une fortune à la principauté pour un Grand Prix qui n'a lieu qu'une fois par an, et ça ne concerne pas l'ensemble du circuit. Écoute, ils l'ont fait pour le nouveau quartier, hein. Ils ont construit sur la mer au portier, c'est quand ça les arrange. Ouais, peut-être. Donc, moi, j'ai pas envie de changer le tracé. Non, moi non plus. Ah non, surtout pas. Mais il y a une déclaration qui est très intéressante, c'est celle de Fred Vasseur. C'est les gars en régie, c'est pas la première, c'est la deuxième. Voilà, petit moment pour bien qu'on la trouve. Fred Vasseur qui dit: il faut accepter cela. Monaco, c'est une fois par an, c'est un événement exceptionnel pour tous les participants de la F1, pas que pour les pilotes, mais pour les équipes et les sponsors. On adore tous venir ici. La qualif de Monaco est un événement exceptionnel, comme il n'y en a pas deux. C'est la plus belle journée de la saison en F1, il faut accepter ça. Devant, il poussait, faire 78 tours dans ces conditions. On a vu Piastri taper le rail à la fin. Je pense que c'est une performance exceptionnelle des pilotes, et même quand il ne pousse pas, il ne faut pas le sous-estimer, et même s'il n'y a pas de dépassement en ligne droite, notamment avec le DRS. C'est important quand même de rappeler cette notion-là, les gars. C'est-à-dire que oui, on n'a pas de bataille ou de dépassement possible sur cette piste. On a l'impression à chaque fois de voir un éléphant dans un magasin de porcelaine quand on voit justement ces voitures flirter avec le rail. Le plaisir est juste différent une fois dans l'année sur 24 Grands Prix. Oui, et si on veut... En fait, si on est capable de mettre des règles comme au Qatar, de mettre des règles comme à Monaco là, à ce moment-là, allons plus loin en fait. Si on est capable de mettre des épreuves qui ont des courses sprint et pas d'autres, allons plus loin. Enfin, pousser le délire d'avoir un championnat, entre guillemets, où toutes les épreuves ne se valent pas de la même manière et ont leur spécificité de cette manière-là, différemment. Faisons un point au dépassement. Non mais t'imagines. Je peux te dire que ça changerait les choses. Faisons, il y aura beaucoup plus de crash par contre. Faisons de la qualification l'épreuve reine de cet événement. Pourquoi pas? Pourquoi la qualification n'aurait pas lieu le dimanche, ou alors ce serait pas une course sprint pour déterminer l'ordre de départ de la qualif? Non mais pourquoi ce serait... Non, mais, c'est Mario Kart. Non mais une course ça sert plus à rien et sans arrêt, t'imagines? Vraiment comme à la parade. Non, ce serait à la rigueur de faire comme on faisait en 2005. À la rigueur, tu fais un tour de qualif le samedi, un tour de qualif le dimanche, et sur 1 heure et 1 heure. Alors oui, il n'y a pas de bataille, mais en tout cas, il n'y en a déjà pas. Donc, quelque part, pourquoi tu fais pas des hot laps comme il y avait au Grand Prix de France historique? Tu fais rouler 3 séances de qualification et tu fais le cumul du meilleur temps à chaque fois. Celui qui sera le meilleur sur 10 tours consécutifs à Monaco, c'est lui qui gagne Monaco. Je te dis une bêtise. Alors évidemment, ça ressemble à du rallye. C'est une spéciale en fait, tu vois. mais en attendant, le principe même de la course. Kimi Raikkonen était revenu du rallye
pour revenir en Formule 1 en 2012 en disant ce qui me manque, c'est la bataille en piste. C'est l'essence de la Formule 1, la bataille en piste. Tu l'as pas, accepte. Si tu veux garder ces voitures-là, accepte de faire autre chose. Mais fais-en quelque chose. Il y a bien, alors j'essaie de rendre hommage à Polo, dans le cyclisme, il y a bien des épreuves de contre-la-montre. Oui, c'est vrai, ouais. Et ces épreuves-là, en fait, est-ce qu'elles sont moins intéressantes que ces épreuves de peloton ? Je ne sais pas, à vous de me dire. Bien entendu, c'est une spécificité qu'on a acceptée par rapport à certains tracés qui étaient peut-être mieux à ce moment-là pour faire un contre-la-montre. Bon, pourquoi on ferait pas ça, un contre-la-montre sur Monaco ? Dans le sens où c'est déjà... Enfin, moi, le samedi, je me suis régalé bien plus fort que sur un bon nombre de courses. Ah, bien sûr. Donc pourquoi la qualification ? Parce qu'elle est le samedi, parce qu'elle est en access de la course, serait censée être l'épreuve qui n'est pas reine, ou qui ne le serait jamais. Elle peut l'être, elle a le droit de l'être, et à Monaco, diable qu'elle l'est quand on regarde. Diable qu'elle l'est. Et je suis désolé, mais hier, je m'attendais à ce que les 4 premiers finissent dans les 4 premiers. Il n'y a pas eu grand changement au final. Il y a juste ceux qui ont tenté quelque chose qui se sont fait avoir, et juste les coéquipiers qui étaient ensemble, qui ont réussi à faire quelque chose ensemble. Basta. Ça n'a rien apporté de plus. Par contre, samedi, on avait tous les yeux là-haut, quoi. Eh ben, parlons-en et filons, à moins que Hamza ait quelque chose à rajouter sur ce premier enseignement, filons sur le deuxième enseignement. On va parler de Lando Norris, on va parler du moment où il a construit justement cette victoire. C'était samedi en qualification pour ce qui était sans doute son plus beau tour en qualification en carrière. Il était particulièrement impressionnant, le Britannique qui inscrit sa 6e victoire en carrière, son 3e hat-trick en allant chercher notamment le meilleur tour dans le dernier tour. Il a pas mal poussé, et puis sa première victoire du côté de Monaco. Une réponse parfaite aux critiques qui ont été émises ces dernières semaines, notamment sur son approche mentale. On rappelle quand même que Norris s'est fait une petite frayeur au départ, au premier virage à Sainte-Dévote, avec le blocage de roues sans conséquence. Derrière, il était pris en sandwich par Verstappen et Charles Leclerc. On rappelle avec cette stratégie désespérée de Verstappen d'attendre le drapeau rouge et de reculer, on va dire, son deuxième arrêt le plus tard possible. Et mine de rien, à l'arrivée, c'est une super opération pour Lando Norris qui relance aussi l'intérêt du championnat. Il revient à 3 points de Piastri au classement des pilotes. Impressionnant Lando Norris, les gars. J'ai même envie de parler d'un week-end référence pour Lando Norris. Et comme tous les week-ends où il gagne, il fait un week-end référence. Et on va attendre. Ouais, mais on a trouvé parfois des choses. On a parfois trouvé des choses à redire. Il avait été impressionnant à Singapour, mais il avait commis des erreurs, on lui était tombé dessus. Là, tu vois, je trouve qu'à Monaco, ce tour de qualification, franchement, il est exceptionnel. Et la gestion pendant la course, même s'il est impossible de dépasser. En fait, il a réussi à vaincre le signe indien de cette Q3 où il se faisait avoir par Piastri, souvent avoir par Verstappen également. Ou par lui-même. Là, oui, voilà. Pourquoi il a réussi à le vaincre, ce signe indien ? Enfin, pourquoi il a réussi sa Q3 ? Pourquoi il a réussi à décrocher la pole ? Parce que son premier tour, dans son dernier relais, son premier tour, il est suffisant pour lui permettre de prendre des risques sur l'ultime tentative. Ce qui n'est pas le cas de celui de Leclerc. Tu vois, donc les erreurs de Norris que l'on a soulignées en qualification ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est parce que... Alors, c'est forcément différent parce que Monaco, tu peux faire plusieurs tours sur le même train. Mais tu avais cette obligation de réaliser le tour sur un train et tu as une chance. Là, sur son premier tour, sur son dernier relais, il réalise un très bon premier tour qui lui garantit, en gros, on va dire un top 4. Plutôt que de partir 8... Oui. Tu sais que là, si tu pars 4, tu peux prendre des risques. Et prendre des risques et potentiellement la cracher et du coup créer le drapeau rouge et t'es quand même devant. Exact. Mais même si tu perds, ce qui est arrivé à Leclerc, je veux dire, dans l'année précédente. Oui, bien sûr, mais même si tu provoques un drapeau rouge et que finalement t'as pas la pole, alors logiquement tu gagnerais pas, mais l'option prendre des risques sur la dernière tentative, elle n'est uniquement due qu'au fait qu'il a réussi son premier tour. S'il ne réussit pas son premier tour, il est sous pression et à ce moment-là, peut-être qu'il prend moins de risques et qu'il va pas la chercher cette pole. On va pas mettre des scies pour lui remettre ses problèmes quand il Non, mais ça veut dire qu'il règle ses problèmes. Quand il règle ses problèmes, la performance ça déroule. Mais et la preuve en est que je connais pas beaucoup de pilotes qui ont un ratio de 50% entre victoire et hat-trick. C'est-à-dire que quand il gagne, 50% de ses victoires sont des hat-tricks. Il a le meilleur tour hier aussi. Ouais, meilleur tour dans le dernier tour. Ah oui, c'est vrai. En même temps, Verstappen s'en va, donc à partir de là, ça devient libre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, t'as le... Quand c'est un bon week-end, il aligne, c'est bon, c'est parfait.
Maintenant, en fait, il va encore une fois, mais on répète, il va falloir que en partant 6e, il gagne, en ayant un problème, il gagne, tu vois, et que ces choses-là puissent se répéter de façon régulière. Alors, Oscar Piastri n'est pas là ce week-end. Par rapport à Lando Norris. Début du week-end, il manquait énormément de traction, alors que Norris pas du tout. Et quand tu regardes le tour de qualification, quand tu mets les tours en fantôme, tu te rends compte que c'est grâce à ça quand même hein, qu'il va faire des différences majeures par rapport à Charles Leclerc. Majeures, on parle de 100 et quelques millièmes, mais quand même. Et puis derrière, là où il a été impressionnant, effectivement, c'est résister à la pression de Charles Leclerc. Je pense que, encore une fois, au niveau du mental, c'est toujours pas tout à fait réglé, mais qu'il a un ingénieur de piste. Je te trouve dur là sur ce truc-là. Mais vas-y, je te laisse finir. Mais moi je trouve que c'est Tom Stallard. Non, c'est pas Tom Stallard. Tom Stallard, c'est celui de Piastri. Oui, de Piastri. Ouais, j'ai oublié son nom. L'ingénieur de Lando Norris. Je l'ai pas non plus. Je l'ai plus non plus. Oui, Joseph. Je trouve que il a une manière, mais je l'avais déjà dit en Australie, de communiquer avec lui, qui le met dans des dispositions pour justement calmer les potentielles réflexions nocives qu'il pourrait avoir. Par exemple, il demande quand même à Piastri de revenir pour venir pousser sur Charles. Et effectivement, il lui a dit « T'inquiète, on fait ce qu'il faut, concentre-toi sur devant, ça va aller, machin. » Et il fait des erreurs sur la fin. Il commence à partir, tout ça. Mais le retour de Piastri, ça le calme. Et parce que j'ai pas l'impression que Leclerc est particulièrement perturbé par le retour de Piastri. Mais ça le calme. Et quelque part, je pense qu'il a besoin de cet environnement-là et d'un ingénieur qui soit comme ça. Et là, ça a payé. Il fait un week-end grandiose, magnifique. Moi, je suis pas en train de lui enlever quoi que ce soit. Mais je trouve quand même que, sans lui enlever quoi que ce soit, la participation de son environnement est très importante. J'aime beaucoup, moi, les radios quand il termine ses phrases par please. Il a le temps, le gentil garçon. Ouais, moi, je trouve ça beau. Ce serait bien qu'il switch avec Adami à un moment donné. En fait, oui, c'est vrai, lui, il répond pas carrément. non, mais en fait. Ça va ou pas ? Ce que je voulais te répondre, c'est plus le côté où il est sorti quand même. Il a eu un triple header. Le précédent triple header a été très compliqué. On se posait même la question de savoir si le prochain triple header n'allait pas être un naufrage pour lui. Il a relevé la tête à Imola. Il fait un super week-end aujourd'hui. Et j'ai l'impression, et c'est pas une critique vis-à-vis de nous ou de vous, c'est plus une critique aussi de ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux et chez les passionnés de Formule 1, c'est qu'on s'est tous transformés en psychologues de comptoir, où maintenant en fait on est tous là à analyser une maladie mentale dont sera atteint Lando Norris. Et là je trouve que sur ce triple header là, on va attendre de voir ce qui se passe à Barcelone, il a relevé la tête, il a réussi à inverser la vapeur, alors que justement Oscar Piastri, tu vois, avait fait très très mal sur le précédent enchaînement. Donc pour le moment j'attends de voir. Il y a une déclaration intéressante, je vais te faire réagir dessus justement Hamza, la déclaration de Lando Norris, qui en plus il peut être énervant le garçon, mais il y a quelque chose, c'est le sens de l'autocritique, de l'analyse. Regardez ce qu'il dit encore, Lando Norris, il dit: c'est incroyable, c'est une course longue, une course très longue, c'est beaucoup de plaisir et j'ai pu attaquer jusqu'au bout. J'étais un peu nerveux dans les derniers virages, donc ça rejoint ce que tu disais, avec Charles derrière, moi et Max devant, mais c'est Monaco et c'est comme ça que la course se gagne. J'imagine, ce fut un week-end incroyable et j'en ai toujours rêvé quand j'étais enfant. Je pense qu'il n'y a maintenant aucune raison que je ne crois pas en moi. Ce week-end a montré que la seule chose dont j'avais besoin est la régularité. Tout à fait. C'est exactement ce que vous avez dit. En fait, je comprends pas pourquoi on dit qu'on est dur avec Norris alors qu'on dit ce qu'il dit. Non, bien sûr. Tu vois. Non, moi, je te parlais plus des analyses parallèles, des gens qui disent: oh là là, mais vraiment, mentalement, tatati. Mais il le dit lui-même. Et en début de saison, il le disait lui-même qu'il n'arrive pas à être mentalement là parce que la voiture le surprend. La voiture. Et il y a des pilotes, et il faut le dire, qui, même quand la voiture les surprend, arrivent à s'adapter parce qu'ils ont davantage confiance en eux-mêmes. Et ils se disent: c'est pas grave, même avec un veau, j'arriverai à l'amener. Il suit tout le temps Alonso et son tracteur de 2012. Il la comprenait pas, il n'arrivait pas à la manier. Et pourtant, il disait: non, mais moi, je suis Fernando Alonso, je vais l'amener quand même. C'est ça la diff. Et que si la voiture n'est pas parfaite, là, elle n'était pas parfaite. Hein. On est bien d'accord qu'à Monaco, elle n'était pas parfaite. On l'a vu très très nerveux cette voiture. Là, effectivement, il y a eu un côté où il s'en est accommodé. Et il s'en est accommodé pour faire un tour meilleur que celui de Leclerc, qui clairement, Leclerc avait une espèce de supplément d'âme parce qu'on ne sait pas d'où est sortie cette traction de la Ferrari. Ils ont un petit peu expliqué, mais vas-y, je laisse finir. Oui, mais il en manquait quand même par rapport à la McLaren. Dans tous les cas, hein, quand tu vois les laps, ça fait mal.
Mais là, ce qu'a sorti Norris, effectivement, on peut dire que c'est un week-end référent. On peut le dire, oui, mais j'ai l'impression qu'on l'a dit de chacune de ces victoires. Elles sont peut-être de plus en plus solides. Mais c'est pas ça qui fait le championnat. Vas-y, Lando, gagne la prochaine. Ou alors gagne dans les 2 prochaines. Ne gagne pas toutes les 5 courses. Parce que sur 24 courses, ton coéquipier et Max Verstappen, ils vont te grignoter. Max Verstappen, aujourd'hui, il est à 25 points de la première place du championnat. Je m'en méfierais comme de la peste. Parce que si jamais, pour une règle ou pour une amélioration, Max Verstappen peut revenir devant, c'est ciao pour les McLaren, c'est ciao. Donc, faites gaffe. Et là, ce que je dis, c'est que Lando gagne là, c'est très bien. Je veux le voir gagner 3 fois de suite. S'il te plaît, montre-nous ça. Montre-nous que tu as eu cette évolution. Au moins avec cette McLaren-là, je veux dire. Je le demande pas à Charles Leclerc parce qu'il n'a pas la voiture pour le faire. Mais à Lando Norris, je le demande. Oscar Piastri l'a fait. Il a gagné 3 fois de suite. Fais-le, Lando, parce que tu peux le faire. Il peut le faire. Il a tout ce qu'il faut pour le faire. Il a le bon entourage, je trouve, pour le faire. Il a un ingénieur qui est top. Il a une voiture qui est top. Il a un coéquipier qui, quand même, est relativement rationnel. Vas-y. On t'attend. Montre-nous que t'es World Champion Material. S'il te plaît. Hamza, quelque chose à rajouter sur Norris ou Non, juste sur l'aspect technique, y a un petit point qu'il faut quand même souligner, c'est quand le freinage du numéro 1, Saint Devos, manifestement, ça lui a posé pas mal de problèmes, et il a trouvé le freinage optimal en Q2. D'accord. Ce qui explique peut-être qu'en qualif, en Q3, il va chercher la pole, là où lors des essais libres, Charles Leclerc était devant. Je ne sais pas si c'est l'explication principale. Et voilà, juste ce petit détail. Il y a quand même un truc qui diffère dès que Piastri est un peu moins bien, un tout petit peu moins bien et pas dans ses basques. J'ai l'impression que ça le libère. Je sais pas pourquoi. Il est beaucoup plus performant d'un coup. Et pour revenir à ce que même tu face disais aux autres, je veux dire. tout à l'heure sur Leclerc et la nécessité pour Norris d'avoir Piastri pour le rassurer, tu dis Leclerc n'a jamais été menacé par Piastri. Moi, j'ai l'impression que Norris n'a jamais été menacé par Leclerc. Enfin, moi, j'ai jamais, à aucun moment, j'ai cru où j'ai pensé que Leclerc allait faire quelque chose, allait tenter quelque chose. Tu sais à quel point il a mis la Leclerc pression pour provoquer l'erreur, mais c'est tout ce qu'il pouvait faire, je sais pas, mais en tout cas, c'est tout ce qu'il a fait. Quand tu sais à quel point Leclerc est quand même quelqu'un qui peut tenter des manœuvres de temps en temps chevaleresque. Assez chevaleresque. Peut-être que Norris, justement, a empêché Leclerc de tenter quoi que ce soit aussi. Non, mais le seul endroit où il pouvait tenter, c'est le seul endroit où Leclerc avait besoin de traction. C'est-à-dire que, enfin, il était, tu voyais dans les caméras embarquées, tu pouvais lire les sponsors en 4K, hein, tellement il était proche. Et le seul endroit où Leclerc a besoin de traction, à savoir au portier, McLaren, elle s'envole. Donc au final, tu peux rien faire. Un petit mot quand même sur Ferrari, qui était la bonne surprise de ce week-end quand on parle justement de la lutte devant. Charles Leclerc qui a eu ses propos, Hamza, je sais qu'ils t'ont marqué, qui nous ont tous marqué. Il dit forcément déçu pour hier en qualification, mais dans l'ensemble, c'est un week-end extrêmement positif. Je m'attendais absolument pas à me battre pour le podium et encore moins être aussi proche de la victoire. Donc c'est super. C'est clair, la voiture ressort plus forte ce week-end. On est plutôt bien avec tout ce qui est vibreur quand il y a pas mal de boss sur le circuit. Malheureusement, ça s'applique qu'à Monaco, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit magique sur une autre piste. Là, il y a peut-être quand même des petits points positifs concernant la Scuderia. Alors moi, je le lis pas de cette manière. Ouais, d'accord. Pour moi, c'est plutôt l'inverse. Si tu performes à Monaco, c'est inquiétant pour le reste de la saison. Parce que c'est circonstanciel. C'est une bonne surprise. Et point barre. Et je pense à que Monaco. c'est pour ça qu'ils voulaient t'en gagner. Non mais regarde, cette histoire de boss et de vibreur, on peut penser que par exemple à Austin ou sur certains autres circuits, on pourrait retrouver la Ferrari. Il n'y aura pas les mêmes packages. Austin, c'est dans 6 mois. Donc je trouve que on peut pas vraiment se projeter au moins jusque là-bas. Mais le fait de voir une Ferrari performante, le fait que Charles Leclerc, qui ne s'attendait pas à ce que Ferrari performe la semaine dernière, voit finalement une monoplace qui lui permet de se battre pour la pole et pour la victoire. C'est rassurant sur l'instant T, mais le fait de performer à Monaco, moi, ça m'inquiète presque plus sur la suite de la saison. Après, on verra à Barcelone avec la modification de la directive technique. Il y a toujours un manque de compréhension, tu vois. Si ils sont surpris. Alors, je sais pas s'il y a un manque de compréhension, parce qu'il paraît que Frédéric Vasseur a dit, encore une fois sur Canal+, qu'ils avaient trouvé quelque chose par rapport aux autres courses, et notamment dans l'exercice de la qualification. Fred Vasseur qui dit, quand on est performant ou non, c'est la gestion des pneus. Il y a plusieurs fois comme ça, et c'est l'utilisation des pneus. On a toujours l'impression de comprendre le dimanche soir
soir et le vendredi suivant, on est perdu. Ici, on a eu une approche différente, on s'est concentré davantage là-dessus et ça a payé et l'on avait besoin d'un week-end où ça marche sans accroc sur la gestion de performance et c'est une bonne base pour l'Espagne. Ce qu'il n'explique pas Frédéric Vasseur, c'est qu'en fait, ils ont réussi justement à drainer un peu plus de grip mécanique et également de traction en réglant les suspensions différemment, ce qui a influé aussi sur la mise en température des gommes qui là, du côté de Monaco, était intéressante. Maintenant, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a peu ou pas de dégradation pendant la course, c'est puisque ça. généralement les pilotes attaquent pas. Si Ferrari a une voiture du dimanche et que du coup tu la concentres pour le samedi là, tu sais que ça n'aura pas d'impact pour le dimanche puisque ça dégrade pas. Donc ça te donne pas non plus. C'est un bon point, ok, t'as bien joué, mais ça veut pas dire que t'auras une bonne main pour le Grand Prix d'Espagne. Puis en début de saison, c'était l'Australie la première course. Oui. Je crois que je crois que c'est en Australie où ils ont relevé la hauteur de caisse. Oui, parce oui, que complètement. Ça peut aussi expliquer ça à Monaco. Le fait d'avoir beaucoup de virages lents, de pouvoir performer là-bas de cette manière, justement, par le fait que l'appui généré ne mette pas forcément en évidence les faiblesses de cette Ferrari. Je sais pas. Elle pivotait extrêmement bien et elle me rappelait la manière dont Hamilton pivotait en Chine sur les virages très lents. Et pourtant, elle n'a pas de traction. C'est-à-dire qu'elle est bonne en arrivant dans les virages lents sur le virage, mais derrière, pour ressortir, c'est plus compliqué. S'il règle ce problème de traction, notamment peut-être par une gomme en bonne température au moment où après le virage, là on aura peut-être effectivement la fenêtre de Ferrari, mais encore une fois c'est bien trop compliqué juste pour nous que de comprendre ça. Le rythme d'Hamilton assez impressionnant pendant cette course. Alors après c'est toujours dans le mauvais sens, tu veux dire pardon, dans le mauvais sens tu veux dire? Non, dans le bon sens justement. Le rythme d'Hamilton pendant la course était assez impressionnant, non? Je sais pas, il y a 50 secondes. Non mais alors peut-être parce qu'il y a eu des phases peut-être de gestion ou peut-être parce qu'il a bénéficié à certaines fois de clean air, mais tu regarderas sur le dernier relais, c'est lui systématiquement en tout cas qui est le plus rapide en course, preuve en tout cas que cette Ferrari était plutôt en forme. Oui, en fait les deux Ferrari sont mieux effectivement, mais ouais, je sais pas. Moi, Hamilton, pas la lutte quoi. En fait, je sais pas à quel point il était pas dans la lutte pour la victoire ou pour le top 4. À cause de sa qualif, à cause de cette erreur. Non, mais je veux dire même dans la course des 3 places, tu veux parce dire. que les 50 secondes, elles sont quand même là. Je sais pas à quel point il était juste en gestion parce qu'il s'est dit, bon, ça sert à rien. Ah, Après, mais il pose la question, est-ce que sur une minute, bon. S'il avait été plus près, en fait, il aurait pas Empêcher permis à Max Verstappen de faire sa stratégie. Exactement. Complètement. Et là, le point important. Ferrari, on arrête la discussion ici parce que ce sera le grand débat de ce mercredi, bien sûr, le MAC qui sera consacré à Ferrari, qui joue une énorme carte la semaine prochaine du côté de Barcelone. On vous expliquera tout. Passons aux réjouissances, au troisième enseignement, à nos Frenchies, monsieur Isaac Hadjar, parce qu'il faut dire monsieur maintenant, comme sœur en fait, à mettre devant le prénom, et puis bien sûr monsieur Esteban Ocon. Pas mal, non? C'est français les amis. Isaac Hadjar qui a réalisé ses meilleurs résultats en qualification et en course, il a été absolument prodigieux et pourtant il y a eu 2 erreurs vendredi où il a justement essayé de tester ses limites et bien il les a totalement dépassées. Ça prouve quand même cette personnalité qu'est Isaac Hadjar, ce sens de la résilience aussi, parce que ça aurait pu entamer son capital confiance et ce n'a pas été le cas. Et puis il y a eu la stratégie de Racing Bull qui a fait mentir les doutes qu'on pouvait avoir justement sur les constructions d'exécution. On se rappelle notamment qu'il s'était complètement planté du côté de la Chine et du côté de Shanghai. Ocon, la fin d'une série aussi de 3 courses sans points. On ne l'a pas beaucoup dit, mais on était peut-être un petit peu inquiet de ce début de saison d'Esteban Ocon, lui qui a largement dominé Oli Berman tout au long de ce week-end, lui qui inverse aussi la vapeur et solidifie sa place dans le top 10. C'est le premier Français classé au championnat du monde des pilotes. Franchement, Isaac Hadjar, Esteban Ocon, s'il fallait leur mettre une note sur ce week-end, elle serait quand même très très élevée. Je sais même pas où est-ce qu'on pourrait retirer quelques petites unités. Le plus important et le plus impressionnant pour Isaac, je trouve, c'est le fait d'avoir craché sa voiture le vendredi. Pour un rookie, ça peut lui détruire sa confiance à Monaco, forcément. Et la capacité qu'il a eu à tout de suite rebondir et aller chercher une Q3 déjà en qualif. Et puis en plus, le 6e chrono et donc une place dans le top 5 après la pénalité de Lewis Hamilton. Donc, la performance d'Isaac, moi je la trouve exceptionnelle sur l'ensemble du week-end à partir du moment où vendredi, par 2 fois, tu vas toucher le rail de manière plus importante que ce que tu aurais dû. Après, tu cherches tes limites, c'est normal, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'après ce vendredi-là, il se montre en capacité d'aller chercher tout de suite cette 5e place sur la grille. Je rappelle
ou peut-être que certains vont l'apprendre, qu'au XXIe siècle, il n'y a que Hamilton et Hadjar qui partent du top 5 sur leur année de rookie à Monaco. P2 en 2007 pour Hamilton et Il était chez McLaren. Ouais. Accessoirement. Accessoirement. Après, pour la performance en course, j'ai été séduit par le fait qu'il a pu quand même tenir sur la première partie le rythme du top 4, du coup, jusqu'au moment de son arrêt. Et puis après, il était dans sa course avec Alonso, avec Esteban Ocon. La stratégie de Racing Bulls, c'est celle qui semblait naturellement se dégager après la qualification. Eux l'ont décidé après la qualification et ils l'ont parfaitement exécuté. T'as toujours le risque, quand tu t'arrêtes 2 fois tôt, de ne pas savoir comment les pneus, mais en fait t'es à Monaco, donc et c'est Isaac qui le disait lui-même. Si à Monaco, je crois qu'il disait sur 3 roues, je veux pas qu'on me double, on me doublera pas. Donc finalement, même avec des pneus usés c'était quoi, il fait plus de 50 tours sur son dernier relais. Ça va être dur. Finalement, sans commettre d'erreur, tu verrouilles, tu sécurises ta 6e place. Mais la performance d'Isaac en tant que rookie, et je tiens vraiment à le souligner, parce qu'il y a rookie en Formule 1, il y a rookie j'apprends sur les 3, 4, 5, même les 20 premières courses, même sur les 2-3 premières années, et puis il y a rookie à Monaco en Formule 1. Et moi, j'ai eu en tête, en tout cas hier, quand je l'ai vu franchir le drapeau à damier, ses radios après le Mexique, lors de ses essais libres, lorsqu'il découvrait la Formule 1. Ça allait presque trop vite pour lui. Tu vois, c'est exactement. Tu vois, le côté insouciance, émerveillement. Ouais. Et justement, le côté, mais c'est ça une Formule 1. Et le fait de voir que... Il l'a gardé un peu, t'as vu avec Alain Prost? Ouais. Il dit, j'ai vu Alain Prost en vrai. Ouais. et de savoir que à peine 2 ans plus tard, ou 1 an et demi plus tard, avec peu de roulage, tu te retrouves à performer aussi bien à Monaco, franchement, c'est que du positif. Extraordinaire. Bravo, en fait. Il banalise un petit peu justement les difficultés que peut éprouver un rookie à son arrivée en Formule 1. Quand tu vois la séance de qualification qu'il délivre encore une fois, il y a un truc spécial chez ce gamin, quoi. Ouais, je me souviens de mon fil Twitter le matin de l'Australie. et comme toi, t'aimes à rappeler Antonelli Imola F2, je vais rappeler mon fil Twitter le matin de l'Australie. Parce que les gens pardonnent rien, mais ils banalisent beaucoup ce genre d'exploit là. Alors que sur un rookie, c'est l'inverse normalement. Exactement. C'est que rookie est... Enfin, je rappelle que dans les pistonnets... Isaac, il serait craché au 30e tour que je n'aurais pas voulu en fait. Je rappelle que dans les pistonnets, le grand Nikita Mazepin, Antonelli, tout grand Mazepin qu'il est, Et tout je puissant. me suis refusé à le critiquer. C'est vrai. Sauf le jour Après, t'as où à reçu un Portimao, où il a été... Exactement. Sauf le jour où à Portimao, il a été dangereux. Là où il a arrêté de payer. Sinon, sur les performances pures, j'ai toujours refusé C'est vrai. à l'époque de critiquer Mazepin. Donc, un rookie qui ne performe pas, c'est même pas qui ne performe pas, c'est un rookie en difficulté, Il fait des erreurs. c'est normal. Mm. Par contre, soyons enthousiastes sur un rookie qui performe. Et pardon, mais quand tu vois la strat, il fait quoi? Medium soft hard. Ouais, c'est ça. J'ai trouvé que c'était la seule qui était entre guillemets calculée. Parce que faire un relais si court de soft pour bombarder, pour que Lawson ait le moins à retenir les autres, je pense que, j'ai l'impression que Williams et Mercedes derrière ont imité ce qu'a fait Racing Bull. Ouais, clairement. Ah oui, mais quand j'ai vu ce qu'a fait Racing Bull, c'était faire perdre le moins de temps possible à Lawson également, en mettant un train de soft à Isaac pour qu'il y ait vraiment les 20 secondes créées le plus vite possible pour faire ce deuxième arrêt. J'ai trouvé ça grandiose. Je suis dans le regret qu'on n'ait pas réussi à faire plus coller Isaac au rythme de devant parce qu'il y avait une vraie carte à jouer. Après, il a une Racing Bull. Il avait 50 tours à gérer sur ses hards. Bah voilà, c'est compréhensible. Mais 5 tours, je crois, le relais en tendre d'Isaac. Ah ouais, c'est qualif. Il y a un tour en 1,15,9 pour Isaac, là où Lawson tourne en 1,26. Donc 5 secondes, ça quasiment suffit, sur un ça tour. fait 20, ça fait 25 tours. Ouais, exactement. Si tu allais exactement le même tour. Et enfin, et ça j'en suis content, et on le verra au classement final, Top 10. Isaac passe devant Lance Stroll. Ouais. Et on voit Et plus ça Lance vite dans Stroll le dans top le top 10. Et Isaac est dans le top 10 des classements pilotes. Je veux dire, Esteban d'ailleurs. Juste derrière Esteban Ocon. Voilà. Et plus 15 important, puntos. plus important justement sur l'aspect stratégique, tu évoques le fait que Williams, parce qu'ils l'ont dit, Williams avait la même stratégie que Racing Bull, Ouais. et Mercedes avait la même stratégie que Williams et Racing Bull, sauf que
le fait d'être devant pour Racing Bulls, c'est eux qui ont dicté le rythme et c'est eux qui ont pu exécuter en mais premier. Mercedes, il y avait une mise à jour sur le PC, c'est pas possible. Et le plus important pour Racing Bulls, toi tu parles du fait de faire cette stratégie entendre le plus rapidement possible pour libérer entre guillemets Lawson. D'ailleurs, il disait c'est pas si évident que ça de rouler au ralenti à Monaco. Tu peux faire Justement, des sur la erreurs comme température de pneus, Senna le l'a rythme, fait etc. au portier, on rappelle. Si tu perds ta température Exactement. ou quoi, Mais pour moi, le plus important, c'était pas forcément de libérer Lawson, c'est sinon de verrouiller les 2 arrêts d'Isaac le plus rapidement possible. Pour ensuite qu'il ait ses 50 tours, tu ramènes une voiture de sécurité virtuelle ou un drapeau rouge, peut faire tu peux très pas mal. être piégé. Ouais, clairement. tu peux pas être piégé et au moment, et si jamais il y en a qui ont 0 arrêt, parce qu'il le fait tôt, il y en a beaucoup qui ont 0 arrêt encore. Et là, il y a safety, ou là, il y a drapeau rouge. C'est un Il se podium. retrouve avec un potentiel 40 secondes d'avance s'il réussit à coller au paquet. Oui, sauf qu'il n'était pas collé au paquet. Non, mais le but, c'était quand même ça. C'était si jamais il y a un événement de course et qu'on a 2 arrêts d'avance, je suis collé au paquet et là, on fait un jackpot, quoi. Regardez la réaction d'Isaac Hadjar justement à l'arrivée de cette course. Il disait c'était long pour le relais en pneu dur, mais c'est Monaco et je savais que j'allais garder ma position. Mais ce n'était pas facile en matière de gestion de pneus. Je suis vraiment fier de moi. J'ai fait un week-end solide. Je suis content de ma progression. On a eu beaucoup de mal au début et on a fait les progrès qu'il fallait. Partir 5e dans le train des top teams, c'était fou et je suis très content. Une autre réaction, c'est celle d'Esteban Ocon. On s'est bien battu avec Isaac toute la course. Bravo à lui pour cette belle course et ce beau week-end. On a fait le maximum qui était possible pour nous aujourd'hui. On ramène des points et ça fait plaisir. Ça a été bien construit. On a fait ce qu'il fallait et on n'a pas mis une roue dehors. Donc je suis très content. Nous aussi, on est content pour Esteban Ocon qui a vécu des périodes un peu compliquées, notamment des séances de qualification un petit peu trop vite, on va dire, avortées, où il a pu être battu certaines fois par Oli Berman. Là, ses points et l'exécution dans ce week-end sur un circuit où généralement il performe, Esteban Ocon, ça fait du bien. Podium l'année dernière. Il y a 2 ans. L'année dernière, c'est tranché dans le vif. Ça fait 1 an. Ah oui. Joyeux anniv. De toute façon, ils font pas 1 an, team principaux. C'est vrai. Enfin, celui-là, j'ai l'impression qu'il va faire 1 an quand même. Je pensais pas qui c'est. Ah si, on sait. Non, pas officiellement, Briatore. non. C'est pas Briatore. Il possède le virage de portier, je te rappelle. Il s'appelle Greenwood, mais il s'appelle pas Mason. C'est un autre. Mais on connaît pas sa tête. Ça doit être un template sur Formula One 2025. C'est comme Nicolas Martin, que le commentateur. Ils ont mis un gars qu'on connaît pas avec une tête template, une IA, et derrière c'est Briatore qui gère tout. On parvient à parler d'Alpine quand même. Ouais, c'est terrible. D'ailleurs, Alors qu'ils ont fait un week-end attends. dramatique. Attends, Alpine. Alors je sais pas ce qui s'est passé, s'ils avaient prévu quelque chose sur les évolutions. Ils ont ramené des évolutions? Je crois pas encore. Parce que vendredi sur Canal. Ils ont enlevé les freins. Ah oui. Non, mais attends, vendredi sur Canal, à plusieurs reprises par différentes personnes, j'entends Gasly il joue la victoire. Donc soit ils ont des infos qu'on n'a pas, soit Alpine a amené quelque chose, ça a pas marché. Mais non, mais moi j'entends Gasly joue la victoire, enfin peut jouer la victoire Jusqu'au à qualif, on l'a Monaco. entendu, Et je t'as te raison. jure que j'étais là, je suis mais attends, mais c'est quoi ce truc? Il se passe quoi? Mais parce que une stratégie à 2 arrêts que personne comprend, tu te dis que Briatore va faire une dingue. Ça. J'ose espérer que c'était une blague. Bah jouer. Mais non, que ce soit Montagny Febro, non, ils l'ont répété à plusieurs fois de manière sérieuse. Exactement, Franck Montagny était très 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 sérieux vendredi, samedi, il en a beaucoup parlé et bref, c'était anglais éditorialement là-dessus sur les émissions, les très bonnes émissions d'avant course et d'avant live, d'avant Ça a compète. fini quoi, 17 et 20, 18 et 20? Bah abandon du coup pour Abandon, Gasly et d'un Colapinto, côté. ouais, il finit 16 ou 17. Mais Ouais, c'est vrai c'est que j'ai pris une gifle. Enfin, si Anthony en fait, dit du coup, qu'il finit je me focalise sur le week-end d'Alpine. Je fais attends, mais il y a peut-être une surprise. Tu sais, comme le podium d'Esteban il y a 2 ans. Exactement. Tu dis attends, mais il y a peut-être un truc qui va Il nous arriver. prépare un truc quoi. Et en fait, bon bah. Non, parce qu'il C'est jamais arrivé. il manquait Esteban. C'est ça le truc. Et tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai que ça m'a pas mal perturbé. Après, peut-être qu'il y a des évolutions qui vont arriver qui vont permettre à Alpine de revenir. Ça, je sais. Peut-être qu'ils ils sont toujours bien informés. Ça, à on Canal verra, par rapport à Alpine, donc, on verra en Espagne. Hein. c'est ça. Mhm. En plus, avec la nouvelle directive technique, Ça peut aider. peut-être Ouais. on verra. Hâte de voir ce Grand Prix quand même d'Espagne. Là. Bonne- Mais du coup, pour Esteban, Voilà, pour c'est revenir ça. très rapidement sur Esteban Ocon, ce qui est intéressant quand même chez Haas, c'est qu'ils ont eu des évolutions à Suzuka et à Imola. À Imola, manifestement, ça allait un peu mieux au niveau des rebonds. Ils avaient toujours Ouais. cette problématique. Maintenant, moi, j'ai envie de voir sur plusieurs Grands Prix s'ils parviennent à avoir cette régularité, à se qualifier en Q3. Parce que même Oli Berman, mine de rien, tu pars dernier, mais normalement, tu fais P12 en qualif, je crois. Ouais. Non, tu termines P12 en course et tu fais. Enfin, il s'était plutôt Non, bien mais qualifié. c'est qu'il a tenté la strat qui au final a pas marché à cause de Lawson.
Il a dansé cette strat-là de rentrer dans les premiers. C'était un des Oui, trois mais qui en rentrait. fait, sans la pénalité de 10 places, peut-être que tu as quelque chose à jouer aussi avec As. Peut-être que ce que fait Racing Bulls, As le fait avant Williams, par exemple. C'est possible, t'as raison. Tu vois, donc. Mais après, bon, en fait, Ocon, il s'est retrouvé au bon endroit au bon moment, à savoir entre Isaac et Lawson. Et c'est ce qui lui a permis de faire la même chose. Et Alonso, pareil. S'il n'y a pas cet abandon, Alonso termine aussi dans les points. D'ailleurs, Alonso. Ouais. Bref. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais on espère arriver avec des réjouissances pour son Grand Prix national. Ce sera le week-end prochain du côté de Barcelone. Que sur DAZN Espagne, ils vont dire Alonso joue la victoire à Barcelone. C'est moins sûr. C'est moins sûr. Bah, s'il coupe comme on reçoit aussi, hein. Parlons de stratégie, les gars. Parlons de stratégie une dernière fois. On a commencé avec cette stratégie imposée par la FIA, ces 2 arrêts imposés qui ont eu des conséquences dans la stratégie appliquée justement par les écuries, les stratégies de la discorde et un comportement antisportif. C'est la question que je vous pose. On met un point d'interrogation derrière tout ça. On rappelle cette stratégie, bien sûr, du ralentir, d'utiliser les 2 pilotes et notamment le numéro 2 pour ralentir le paquet et permettre au pilote numéro 1 d'aller prendre un arrêt entre guillemets gratuit et sans conséquence. Stratégie amorcée par Racing Bull puis imitée par Williams. On rappelle que dans le cas notamment de Williams, Albon a roulé jusqu'à 4 secondes en dessous des temps justement, des meilleurs temps en tout cas en course. Peut-on qualifier justement ce comportement, les gars, de malin ou d'anti-sportif? On a vu à l'arrivée, moi ça m'a beaucoup étonné, le mea culpa des pilotes, des teams principaux et de ceux notamment qui étaient à l'origine de ces stratégies-là. Et à l'arrivée, mine de rien, on parlait de la situation compliquée pour Alpine. Ça fait très gros point aussi pour Visa-Kasha, Racing Bulls et pour Williams qui, on le verra tout à l'heure dans les classements, crée un certain écart. Est-ce que c'est anti-sportif ou est-ce que c'est malin, les gars? C'est malin. Non, les deux. C'est malin. Ce que je louais à Jeddah l'année dernière avec As, ils l'ont fait à Monaco, sauf qu'à Monaco, c'est plus visible parce que contrairement à Jeddah où tu as quand même des zones de dépassement et tu peux arriver à dépasser. À Monaco, tu peux pas dépasser. Donc si à Monaco, tu décides de rouler en 1,50 le tour, tu pourras pas dépasser. La différence, elle est là. Maintenant, j'entends les déclarations, on n'aime pas courir de cette manière, etc. Je rappelle que la Formule 1, c'est pas un spectacle, c'est un sport. Il y a un championnat du monde, il y a des millions d'euros ou de dollars en jeu pour chaque place au championnat constructeur. Il faut rapporter les points et c'est ce qu'a réalisé Williams. Alors, c'est pas dans l'ADN Formule 1 de rouler lentement. C'est pas beau, je l'entends. Maintenant, c'est une stratégie qui a permis à Williams de prendre des points et c'est une stratégie à Racing Bulls de prendre des points. C'est pas la faute des écuries si la Formule 1 impose un règlement qui leur demande d'être antisportifs pour performer. Et en l'occurrence, moi je considère que ce qu'ils ont fait c'était antisportif, mais la fin justifie les moyens et à la fin, en fait, quand tu rentres à l'usine, il y a que les points qui comptent, il y a pas la manière dont tu les as mis. Je veux dire, c'est pas un championnat de copains, c'est pas un championnat d'esthétisme. Il y a des millions à la clé, il y a des centaines de personnes qui bossent, faut leur maintenir leur boulot, faut que l'argent y rentre. Enfin, je veux dire, t'imposes une règle débile, je vais y répondre de façon débile parce que j'ai besoin de marquer des points. Donc, encore une fois, la manière dont ça a été géré, la manière dont Mercedes, je sais pas si c'est par élégance ou quoi, je pense pas, hein, mais s'est fait victimiser dans ce Grand Prix. Surtout que Mercedes avait la même stratégie. C'est juste qu'eux n'ont pas pu la mettre en application à partir du moment où ils sont derrière les Racing Bulls et derrière les Williams. Mais encore une fois, ne t'attends pas à des comportements autre que celui-ci quand tu te mets à imposer des règles qui permettent ces comportements. Moi, je vois pas en quoi c'est antisportif. Moi, j'aimerais bien savoir en quoi c'est antisportif. Je vais faire un parallèle avec un autre sport que tout le monde connaît, le football. Quand un entraîneur arrive, met le bus et gagne 1-0 sur une transition, on dit pas que c'est antisportif. On dit que c'est pas beau, on dit que c'est bien joué, on dit que c'est malin, mais on dit pas que c'est antisportif. Il y a une différence entre mettre le bus et faire tourner. Moi, faire tourner, pour moi, c'est ce qu'ils ont fait hier. C'est-à-dire, je ne vais même pas dans le camp adverse. Je ne leur donne pas la possibilité de quoi que ce soit. Si tu mets le bus, il peut encore y avoir à trouver la faille, quelque chose. Là, c'est pas un bus qu'ils ont mis. C'est encore. Crois-moi qu'Albon, c'était un bus sur un toit. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que Albon, à ce moment-là, il aurait pu se garer, Albon, presque. Il aurait pu se garer et faire croire qu'il y avait un problème. Tu vois, la mettre en travers, ils passent pas, hein, les mecs.
Il passe pas s'il la met en Est-ce qu'il n'y a pas travers. du mérite à un pilote, tu le disais tout à l'heure, un pilote qui roule 4 secondes en dessous des tours, qui ne se met pas dehors parce qu'on l'a dit, c'est piloté presque à contre-nature. On se rappelle qu'on prenait cet exemple tout à l'heure de Senna au portier qui se rate en 88 parce que justement on lui demande de baisser le rythme, mais qu'à Monaco, c'est très compliqué de rouler plus tôt. Le fait d'être parfaitement aligné aussi, tu vois, entre les deux pilotes. Enfin, En fait, moi, la c'est une question- Il y aurait eu stratégie. du mérite si j'avais eu un contre-exemple. Si t'avais eu en fait un mec piloté comme ça qui s'était fait avoir. Mmh. J'en ai pas dernièrement. J'en ai pas. Pour moi, la question la plus importante sur ce débat, c'est pas de savoir si la stratégie elle est sportive, anti-sportive, c'est de savoir si c'est dangereux. Parce que c'est ça, la radio de T'as Russell, raison. c'est ça sur T'as Albon. raison par contre. Est-ce dangereux? On a vu que Andrea Kimi Antonelli a failli s'envoyer dans le mur, C'est vrai. enfin dans le rail. Ouais. La question c'est est-ce qu'Albon a conduit de manière Erratique. qui aurait pu mettre en danger d'autres pilotes? La question c'est est-ce que toi demain sur l'autoroute, si tu roules à 50 km/h, Sur la voie de gauche. même sur la voie de droite, Ouais. est-ce dangereux? Mmh. Oui, parce que tu peux mettre en danger. Maintenant, la question c'est est-ce que toi, à Monaco, rouler 4 secondes en dessous, c'est quelque chose? Parce que les plaintes de George Russell, notamment, en tout cas celles qui ont été diffusées, encore une fois, parce que tu es toujours dépendant de la réalisation, on n'a pas vu le seul dépassement de la course, je le rappelle. La question, c'est pas de savoir, parce qu'on n'a pas entendu de plainte sur le rythme de Carlos Sainz. Parce que c'est Sainz au début qui roule doucement. Enfin, d'abord, c'est Lawson, puis Ouais. Sainz. Ouais. C'est Albon qui pose problème. Oui, C'est mais peut-être Albon que qui ça fait- potentiellement aurait mis. Alors peut-être qu'aussi qu'il y a Ça une fait 30 frustration. tours aussi, Exactement. Peut-être qu'il y a une frustration générée, mais le fait qu'Antonelli a failli s'envoyer dans le décor, le fait que Russell à un moment a failli aussi percuter. Tu Non, mais que Williams. te poses des questions justement sur le côté dangerosité ou pas. Moi, pour moi, le seul débat il C'est est ça, là. la question. Savoir si c'est sportif ou pas, pour moi, Moi, je pense ça que- fait partie. À partir du moment où tu respectes le règlement, c'est pas anti-sportif. Il y a eu un pétage de câble de la part des Mercedes quand ils se sont rendus compte que les Williams pouvaient jouer à ce point-là, qu'elles ont même swappé. C'est-à-dire qu'elles ont réussi à swapper en plus en faisant ça. Et créer les C'est-à-dire gens- que la Williams, qui est quand même l'écurie entre guillemets fille de Mercedes, gérée par l'ancien stratège de Mercedes, D'ailleurs- joue avec les boballs comme ça de Toto Wolff en disant alors je vais reswapper pour faire la même chose avec mon autre gars et je t'emmerde en plus. Il paraît de ça. que James Tu vois, Wolff- vraiment c'était un peu ça quoi. Il paraît que James Wolff a envoyé un message d'excuse Oui. à Toto Wolff Attends, pendant la tu course. m'étonnes. Mais pendant la course. Pendant la course, ouais. Ah ouais. Ouais, Et Albon a invité Alex Russell au Albon a resto. payé resto au Russell. Mais derrière de dire, bah ils nous ont imposé. Mais comme quoi, tu te rends compte que tout même les pilotes se rendent compte que c'était des règles à la con. C'est-à-dire que Bah ouais. je m'excuse parce que je dois le faire et Russell comprend bien qu'il doit le faire, mais ils se rendent bien compte que. Bah, regarde n'importe leurs quoi, tu vois. déclarations. Alex Albon, tu vois, on a pris les déclarations des pilotes Williams parce qu'elles sont intéressantes. Alex Albon nous dit: j'aurais pu apporter un oreiller et boire un café dans la voiture de manière assez bizarre. C'était aussi très difficile de rester concentré en roulant si doucement. Je n'aime pas ça. Je ne pense pas que Carlos aime ça. Ce n'est pas vraiment comme ça que nous voulons courir et ce n'est pas beau. Carlos Sainz, pareil, sur DAZN Espagne, qui dit: c'était très ennuyeux. Quand vous pilotez une F1 à 3 ou 4 secondes du rythme, je n'aime pas la manière dont ça s'est passé. Je n'aime pas le faire, ni qu'on me le fasse. Ça ne devrait pas être autorisé. Voilà, moi, ça me fait quand même un peu doucement rire, tu vois. C'est des genres de déclarations Carlos, à un derrière. moment donné, il a quand même essayé de tout petit peu essayer de nickel game avec Oui, Albon. oui. Petit peu. Voir une brèche. Ouais, genre, vous inquiétez pas, j'enverrai la pin-off à Albon. Sauf s'il y a safety car. il l'a pas dit. Sauf s'il y a quoi que ce soit qui se passe. Ah bah non, pas là. Ah bah, pas là. Et chez Williams, on n'a pas été bête. On a dit non. Swap. Oui, swap, ouais. Swap tout de suite. Prends pas de risque. Et Esteban Ocon aussi, qui a eu pareil une déclaration qui va dans le même sens. Il dit: je pense que ces choses-là ne devraient pas être autorisées. Ça ruine un peu la course. C'est le bel aspect de Monaco. Je me suis retrouvé derrière des voitures qui étaient 3 ou 4 secondes plus lentes que ce qu'elles devraient être. Ça simplifie la course d'une des voitures de son équipe, mais ce n'est pas hyper professionnel. Ah si, justement, c'est professionnel. Ah oui. Tu joues en championnat constructeur, C'est tu ça. ramènes des points. Non, c'est pas esthétique. Non mais Pas esthétique. c'est professionnel. C'est juste que ta profession est cata. Ce jour-là, elle est cata. Ta manière de... Ouais. Ouais, Ta non, manière de... tu peux faire une activité horrible, hein, mais tu peux être très bon dans ton activité horrible. Bah, Rien à rajouter les gars, en tout cas sur ce dernier point, l'occasion de faire un point comptable. Nous, du côté de chez nous, avec, on l'a dit, une situation qui se resserre au classement des pilotes. 3 points d'écart entre Oscar Piastri et Lando Norris. Verstappen est à une victoire du leader du championnat, Oscar Piastri. Ça sera intéressant de voir ce qui va se passer du côté de Barcelone. Ça sera le week-end prochain avec, on l'a dit, cette réglementation technique qui met fin aux ailerons flexibles. Est-ce que ça va permettre à McLaren d'avoir son avantage? Ça, c'est le grand clou du spectacle
Isaac, le grand point d'interrogation qu'on va se poser tout au long de cette semaine jusqu'au week-end prochain. Isaac a plus de points que Lawson et Tsunoda combinés. C'est vrai. Une stat Alonso quand même, il faut en parler. Ouais. Toujours pas de points. 8 courses, 0 points, c'est son pire début de carrière depuis 2001, sa première saison. Exactement, c'est-à-dire qu'en fait Pour remonter les à 2001, époques on n'avait pas marqué de points. et les époques McLaren GP2 Engine étaient comptablement meilleures que ce début de saison. C'est terrible ça. Ça, celle-là fait épique. Après, hier, il doit marquer des points. Leclerc met un 25-0 à Russell, il est quand même... 25, pardon, un 18-0 à Russell, il est quand même 20 points derrière Russell. C'est dire que l'écart que s'est mangé Ferrari en début de saison, mais par contre, quand tu regardes le constructeur... Exactement. Ça se resserre dans cette P2. 147, 143, 142 Mercedes, Red Bull et Ferrari qui sont vraiment côte-côte. On se fait pas trop de suspense concernant le championnat du monde des constructeurs. Et quoique, admettons, voyons ce qui se passe déjà du côté de Barcelone. On rappelle qu'il y a beaucoup de packages qui vont arriver, notamment du côté de chez Ferrari. Grosse évolution majeure attendue du côté de Barcelone. Voilà. Puis Aston Martin est passé derrière désormais Racing Bull, qui est la 7e force de ce plateau à la lutte avec As. Voilà les amis. C'était bien, c'était une bonne émission, c'était un bon débrief. Oui. Vous étiez contents, vous avez passé un bon moment. Oui, on se retrouve mercredi. On parlera de Ferrari. Ferrari qui est un tournant de sa saison. Est-ce que justement Ferrari peut inverser la vapeur? Est-ce que Ferrari a dit adieu au pluriel, excusez-moi, en 2025? Ça, on en parle mercredi. Soyez au rendez-vous. Et sinon, on se retrouve à Barcelone. Non, pas à Barcelone, mais bien à Paris pour parler de Barcelone. Ce sera la semaine prochaine. Salut les amis.